Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle, un débat de fond autour d'un grand thème de société. Et ce soir, une interrogation alors qu'un peu partout en Europe, l'heure est au plan d'austérité. En France, la solidarité sera-t-elle la victime de la crise financière? Minimum vieillesse, logements sociaux, RSA, comment financer cette solidarité ? Qui doit en bénéficier? Notre modèle social a-t-il vécu? Faut-il le réformer? Voilà beaucoup de questions qui sont au cœur de la campagne présidentielle. Et pour y répondre, deux invités. Bonsoir Aurélie Filippetti. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste et vous êtes dans le staff de François Hollande pour cette campagne présidentielle. Face à vous, Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Front National. Et pour vous interroger, à mes côtés, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir messieurs. Au cœur de notre préoccupation, donc, quelle solidarité pour les plus démunis? Bien souvent, on l'a entendu, ce sont des personnes âgées. On peut rappeler le montant du minimum vieillesse en France, c'est 742 €. Alors, première question, Aurélie Filippetti, ce montant, on l'augmente? Est-ce que vous êtes pour qu'on fasse plus et comment? Évidemment qu'il faut revaloriser le minimum vieillesse, mais surtout, ce qu'il faut faire aussi, c'est modifier le fonctionnement, par exemple, des pensions de réversion, puisqu'aujourd'hui, on le sait, il y a énormément de femmes âgées qui vivent uniquement du minimum vieillesse parce que, en fait, elles ont eu des carrières, soit des carrières professionnelles incomplètes, soit elles n'ont pas travaillé, donc elles vivent des pensions de réversion qui sont calculées sur une base très faible, puisque c'est 54%, donc ce qui est très faible par rapport à nos voisins européens. Donc revaloriser le minimum vieillesse pour ceux qui ne vivent que de ça, quand on voit l'augmentation du coût de la vie, c'est effectivement une priorité. À quel niveau, selon vous? C'est difficile parce que c'est relatif par rapport, évidemment, à l'évolution du pouvoir d'achat global. Maximum. Mais 742 €, quand on voit, par exemple, l'explosion des loyers ou du prix de l'essence, comme ce sont des personnes qui ont en fait des revenus contraints, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité par exemple, de faire des heures supplémentaires par définition pour gagner plus d'argent, ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir une activité complémentaire, souvent aussi pour des raisons de santé, donc ils ont des frais de santé qui sont multipliés, puisque aujourd'hui on voit que le remboursement des frais de santé c'est appauvri et c'est dégradé. Donc des frais de santé, des frais de transport et des frais de logement qui sont extrêmement forts. Donc évidemment, il faut leur permettre d'avoir accès à notre système de solidarité en renforçant, par exemple, les remboursements. En Moselle, je donne un exemple très concret, mais on a des veuves de mineurs qui n'ont jamais travaillé, qui vivent donc avec 700 € par mois, qui, lorsqu'elles doivent se déplacer pour aller à l'hôpital, doivent faire 50 ou 60 kilomètres. Aujourd'hui, le gouvernement remet en cause le régime minier et donc le remboursement de ces transports kilométriques. C'est dramatique. Alors sur cette question de l'aide aux plus démunis, et en particulier des personnes âgées, Louis Alliot, qu'est-ce que dit le Front National là-dessus? Il me semble que vous dites en particulier qu'il faut restreindre l'aide qu'on pourrait apporter aux personnes âgées qui seraient étrangères. Ça, c'est autre chose. La solidarité nationale, elle dépend beaucoup de la richesse qui est créée dans le pays. Et c'est vrai que l'exemple que nous venons de voir, où les femmes de mineurs ou les femmes d'agriculteurs, ce sont de toutes petites retraites et ils n'ont pas le choix. Évidemment, c'est anormalement bas. Et pendant que des gens qui ont travaillé toute leur vie perçoivent de petites retraites, ont du mal à se soigner, la France continue à avoir des largesses pour des personnes qui viennent dans notre pays profiter, entre guillemets, des largesses sociales offertes par le système. Et vous avez là l'exemple des retraites. Un étranger qui n'a jamais travaillé en France et qui a plus de 65 ans, a droit d'une manière automatique à 750 € de retraite par mois. Est-ce normal? Donc on est bien d'accord, dans votre programme, c'est ce que vous nous dites, vous voulez restreindre cette aide. Mais c'est pas se restreindre, c'est qu'il faut donner la priorité aux Français, à ceux qui ont travaillé dans leur propre pays,
ou éventuellement aux étrangers en situation régulière. Mais pour le reste, il faut évidemment restreindre les aides qui sont, et même couper les aides qui sont données à un certain nombre de personnes sur notre territoire. Ça permettrait quelle économie selon vous? Est-ce que vous l'avez calculé? Écoutez, le professeur Lolland, je crois qu'un rapport va sortir la semaine prochaine, évalue ce poids de l'immigration en général à 70 milliards d'euros. Pas uniquement, bien entendu. Non, mais je veux dire, voilà, ça concerne aussi l'aspect maladie, l'AME, c'est-à-dire les soins gratuits. Pendant qu'un certain nombre de nos retraités payent des compléments santé ou des complémentaires santé ou une petite part des soins qu'ils reçoivent, d'autres en sont exonérés. C'est là quand même un gros problème de solidarité nationale. Pardon, mais ces chiffres sont faux. Pardon, excusez-moi, mais je veux rétablir quand même parce qu'il y a des erreurs manifestes. Alors, évidemment, c'est toujours plus aisé de stigmatiser, de désigner des boucs émissaires. Mais ce que vous avez dit, pardon. Je vous ai laissé parler. On va laisser Aurélie Filippetti vous répondre. Vous avez dit que, et c'est un chiffre que vous citez souvent, un étranger peut venir sur le sol français comme ça, tout d'un coup, il débarquerait à 65 ans et il aurait droit à 750 €. C'est totalement faux et ces chiffres sont du ministère de l'immigration et vous trouverez le fascicule. Vous ne pouvez pas avoir comme ça des aides d'État si vous n'avez pas cotisé à un système de retraite. Premièrement. Faux. Deuxièmement, l'aide médicale d'État. C'est totalement faux, Madame Filippetti. L'aide médicale d'État, l'AME, qui s'adresse aux étrangers qui ne peuvent pas payer des soins de santé et qui sont dans une situation dramatique du point de vue sanitaire. Le gouvernement vient de faire voter une disposition qui oblige ces étrangers à payer 30 ou 35 €, ce qui est beaucoup pour certains d'entre eux qui sont parfois à la rue, pour y participer. Donc là encore, vous vous trompez, même si moi j'aurais préféré parce que je considère que c'est le devoir de la France. C'est le devoir de la France de soigner. Pour une veuve d'agriculteur ou de mineur, c'est aussi très important. Ne me donnez pas des leçons sur les veuves de mineurs, je pense que je les connais mieux que vous. Non, mais pourquoi? Parce que ma mère en est une, figurez-vous. Ah bon? Voilà, oui. D'accord. Donc, moi, je suis petit-fils de paysan, vous savez, c'est pas beaucoup mieux. Hein, moi, je considère pour des industries que les socialistes ont contribué à faire tomber quand même. Vous allez parler chacun à votre tour. Excusez-moi, monsieur Alliot. Vous allez parler chacun à votre tour. Autrement, on ne vous comprendra pas du tout. Donc, peut-être on va laisser répondre Louis Alliot sur ce que vous nous disiez à l'instant. J'avais ces 3 points. Vous terminez, puis réponse de Louis Alliot. Et enfin, le dernier point, c'est sur la retraite. Aujourd'hui, les cotisations retraite versées par les immigrés qui travaillent sur le sol français sont supérieures à ce que les étrangers perçoivent comme retraite en France. Donc en fait, ils contribuent, c'est un gain net pour la collectivité nationale. Sur ce point de la retraite, personne ne croit évidemment, c'est une légende, c'est une fable. On voit bien qu'une personne qui arrive aujourd'hui de quelque pays que ce soit du monde, qui met les pieds en France, ne peut pas cotiser plus qu'un national qui travaille là depuis des années, dont la famille était installée, et ainsi de suite. Je veux dire, ça, c'est une fable. Mais bien sûr que si, puisqu'il y a des étrangers qui viennent travailler en France, qui ensuite retournent dans leur pays et qui ne perçoivent jamais leur pension en France. Donc ils ont cotisé en France, ils ont alimenté les caisses de retraite en France, et ils sont repartis et ils ne touchent jamais la retraite. Ça contribue à la richesse nationale. Si on prend le logement social, là on est d'accord, Louis Alliot, vous êtes très clair sur ce point, vous dites priorité nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est toujours pareil. La solidarité doit s'exprimer d'abord en fonction des nationaux d'abord, ou des étrangers présents sur notre sol qui sont en situation régulière. Et ce n'est qu'une fois qu'on a... sur le logement social, vous dites bien priorité nationale d'abord pour les Français. Oui, bien sûr. Et vous ne parlez pas des étrangers qui sont en situation régulière. Nous sommes en pénurie de logements. Il est tout à fait normal que la solidarité s'exerce d'abord pour les nationaux qui ont besoin de logements. Ça paraît quand même une évidence. Et même de vous le dire, je trouve étonné que vous soyez étonné. Mais ça paraît d'ailleurs normal pour beaucoup de gens aujourd'hui en France. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup dans les classes populaires qui ont des difficultés à se loger, à vivre, se désintéressent de la politique de l'UMP ou du PS, parce que l'UMP et le PS ont passé leur temps à favoriser d'autres et à les pénaliser sur le logement, les aides sociales, sur les salaires et même sur les retraites. Mais ça, c'est leur politique, c'est pas la nôtre. Question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Est-ce que les allocations familiales, ça c'est pas un bon exemple de la solidarité je dirais, familiale, intergénérationnelle, et où est-ce que vous le mettez dans ce que vous appelez les largesses que, en gros, l'État et la société française peut donner à quelques-uns? Ça fait partie de ceux que l'on appelle des pompes aspirantes. Parce que si vous ne donnez pas un signe clair d'arrêt
de la distribution de la richesse nationale à un certain nombre de personnes, vous faites un appel d'air à une immigration supplémentaire et ce n'est plus possible aujourd'hui en France. Aurélie Filippetti. Oui. Est-ce que pour vous, les allocations familiales, j'imagine que vous réaffirmez ce principe, est-ce qu'il faut, je dirais, les imposer, les plafonner, les maintenir en l'état ? D'abord, sur l'appel d'air, on ne peut pas laisser passer ça. La France est l'un des pays en Europe qui accueille le moins d'immigrés sur son sol. Donc ce n'est pas notre système social qui pourtant est extrêmement protecteur pour l'ensemble de la collectivité et en premier lieu pour les citoyens français. Ce n'est pas notre système social qui crée cet appel d'air. Qu'on ait un système social qui soit enviable et qui soit un modèle dans le monde entier, tant mieux. Mais en tout cas, il n'y a pas d'appel d'air pour l'immigration. Deuxièmement, sur la question du logement. Mais vous savez, ce sont des arguments, à force de les répéter, évidemment, comme les gens des classes populaires, les ouvriers, les employés, ils sont dans une situation très difficile à cause de la crise. Alors souvent, ils se disent, bah oui, effectivement, moi j'ai entendu ça pendant, par exemple, la campagne des élections cantonales. À force que vous leur répétiez ce discours, les gens s'imaginent que, en fait, quelqu'un qui n'est pas français, aurait plus de droits que quelqu'un qui serait français. Mais c'est exactement. C'est tout à fait faux. On est en République et donc on a tous les mêmes droits, heureusement. À ce stade du débat, je vous propose, excusez-moi un instant, je vous propose d'élargir un petit peu notre réflexion en écoutant un philosophe. Alors il s'agit de Michel Feher et selon lui, depuis les années 80, certains partis à droite dénoncent le concept même de solidarité. Il y aurait d'un côté les vrais travailleurs opposés aux profiteurs et on l'écoute au micro de Julien Cernobori. La lutte des classes de droite, qui se met en place au début des années 80, fonctionne différemment. C'est en gros l'opposition entre ceux qui travaillent, ceux qui bossent, ceux qui se lèvent tôt, et puis les profiteurs. Les rentiers, on pourrait dire. Sauf que les rentiers, ce n'est pas ceux qu'on pense. Les rentiers, ce n'est pas ceux qui disposent d'une grosse épargne et qui vivent essentiellement sur la rentabilité de leur épargne. Ce sont les chômeurs, profitent de l'allocation chômage, ce sont les fonctionnaires qui sont pléthoriques et payés à rien faire, et ce sont les étrangers qui viennent pour les allocs, qui viennent pour les bénéfices sociaux que leur offre la France. Donc ça, c'est les profiteurs dans cette lutte des classes de droite qui se met en place dans les années 80. Pour ce qui est des étrangers, une étude récente qui a pourtant été publiée par le centre de recherche du ministère lui-même de la Santé et des Affaires sociales montrait qu'en moyenne, un étranger rapporte à peu près 2 250 € à l'État, aux caisses publiques de l'État, quand un Français ne rapporte que 1 500 €. Ça, c'est une étude qui se trouve sur le site du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Pour ce qui est des fonctionnaires, tout le monde sait que c'est du fait des services publics qui existent encore en France que la crise de 2008 a été amortie. Et que par conséquent, s'attaquer à ça serait terrible. Et pour ce qui est des chômeurs, nous refaire le coup des chômeurs volontaires qui veulent profiter des allocations plutôt que de travailler, c'est à l'heure d'aujourd'hui d'une indécence dont on espère qu'elle ne marchera pas. Alors d'un côté ceux qui travaillent et puis de l'autre côté ceux qui en profitent, c'est aussi beaucoup ce qui se dit entre pays riches et pays pauvres dans la crise européenne et question de Luc Bronner du Monde. Aurélie Filippetti, la zone euro, on le sait, est au bord du gouffre depuis plusieurs semaines avec désormais des experts qui imaginent le fait qu'elle puisse un jour éclater. Est-ce que sur ce point, Marine Le Pen n'a pas eu raison avant les autres ? Je crois que... Elle a prôné la sortie de l'euro et malheureusement, si l'euro éclatait, ce serait une catastrophe pour toutes les raisons d'ailleurs qu'on lui avait opposées au moment où elle a sorti cette idée, c'est-à-dire que ça appauvrirait considérablement les Français. On a par exemple un déficit assez abyssal du commerce extérieur qui est rédigé 75 milliards d'euros, dont une bonne partie, 45 milliards, c'est les importations de pétrole et de gaz. Si on importait demain en francs le pétrole ou le gaz dont nous avons besoin, la plupart de nos concitoyens verraient leur facture énergétique multipliée par 2. Est-ce que vous ne craignez pas que la solidarité de fait imposée vis-à-vis de la Grèce et de l'Italie notamment ait des conséquences négatives sur les classes populaires qui se disent finalement c'est trop douloureux de payer pour d'autres pays? Est-ce que vous pensez que le principe de la solidarité entre les États européens va contribuer à une poussée du Front National dans les mois qui viennent?
parler de solidarité entre États, je trouve que c'est une mauvaise manière de présenter ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Le fait qu'il y ait une solidarité avec des paiements par les États européens. Oui, mais ce qui se passe dans le cas de la Grèce, où il y a eu un trucage des comptes très clair, donc il y a eu des fautes qui devraient être sanctionnées. Le cas de la Grèce est à part, mais les autres pays européens, on voit très bien, ils sont attaqués par des mouvements spéculatifs. L'économie italienne va à peine plus mal que l'économie française. Mais ils ont même un solde primaire avant paiement des intérêts de la dette qui est meilleur que le nôtre. Donc on contribue tous ensemble à avoir une économie européenne et à avoir un euro qui nous protège un petit peu au moins des mouvements spéculatifs mondiaux. Alors on va interroger Louis Alliot. Qu'est-ce qu'on fait, Louis Alliot? On abandonne la Grèce, on abandonne l'Italie. C'est sérieux ça comme proposition? Est-ce qu'on maintient la solidarité vis-à-vis du sud des pays du sud, y compris au-delà de l'Europe? Est-ce que la solidarité, c'est une vraie valeur? Non, mais quand Marine Le Pen dit il y a 6 mois que la crise allait être très, très grave et que l'euro était menacé, tout le monde riait. Moi, je prends un article ce matin dans un journal. M. Attali, qui est plutôt de votre paroisse, dit est-ce que l'euro existera toujours à Noël? On n'en est plus là dans les... Voilà, il y a une urgence. L'euro n'est pas un concept économique, c'est un concept politique. On a voulu imposer quelque chose qui n'était pas viable structurellement. On a voulu faire l'Europe économique avant de faire l'Europe politique. Et aujourd'hui, on arrive au bout du système et la zone euro va éclater. Le tout est de savoir quand et comment on anticipe la sortie de l'euro. Alors vos propositions pour sortir de l'euro? Mais de toute façon, tout se fera comme d'habitude avec un sommet européen en discussion avec nos partenaires et notamment avec l'Allemagne. Quand Mme Filippetti dit que ce serait une horreur que les prix vont augmenter, etc., moi, vous savez, je ne suis pas un économiste, je suis un juriste. Mais je me renseigne auprès de gens qui ne sont pas de chez moi et qui sont plutôt... Vous aviez une tribune dans le Figaro il y a 2 jours du professeur Lafay qui dit non, une dévaluation, par exemple, de la monnaie, ce serait une augmentation des prix de 2%. En revanche, la mise en place de l'euro en 2002 a provoqué une hausse des prix de première nécessité, le pain, l'essence, etc., de 35 à 40%. On voit bien que l'euro n'a pas servi le pouvoir d'achat et que la sortie de l'euro ne serait pas catastrophique. Le tout, c'est de l'organiser, de la planifier, peut-être même de maintenir non plus une monnaie unique, mais de mettre une monnaie commune, c'est-à-dire un panier de monnaie au niveau européen. Sur ce point, la réponse d'Aurélie Filippetti. Vous êtes totalement contradictoire, parce que d'un côté, vous vouliez la sortie de l'euro. Non, c'était inéluctable. Donc vous voulez la sortie de l'euro, et en même temps, vous voulez le protectionnisme national, si j'ai bien compris. Non, mais non, ça c'est réducteur. On va laisser répondre Aurélie Filippetti. Si on a... Supposons qu'on revienne au franc. Le seul intérêt de revenir au franc, ça serait qu'on pourrait faire des dévaluations. Ce que les Français, d'ailleurs, un peu plus âgés, ils ont un mauvais souvenir des dévaluations où, à chaque fois qu'on dévaluait, eh bien, le prix de la baguette de pain augmentait. Donc, le seul intérêt, ça serait qu'on fasse des dévaluations. Et pourquoi faire des dévaluations? Si on fait des dévaluations, c'est pour pouvoir, en fait, être plus compétitif mondialement, pour qu'on ait des prix à l'exportation qui soient moins importants en diminuant la valeur de notre monnaie. Alors, si vous rétablissez le protectionnisme, ça veut dire que vous ne voulez plus d'échanges avec l'étranger. Ça veut dire qu'on importe le moins possible, mais aussi on exporte le moins possible. Donc d'évaluer d'un côté et dire le faire du protectionnisme de l'autre, c'est tout à fait contradictoire. Donc votre politique économique, elle ne tient pas la route. Louis Alliot, vous préconisez par exemple des taxes, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, des taxes douanières, c'est ce que vous souhaitez. Ça s'appelle des écluses douanières. Des écluses douanières. Vous taxez. Bon. Comment ça marche, les écluses douanières, et est-ce que vous pensez que c'est bien sérieux? Bien sûr, c'est bien sérieux. C'est une politique qu'on a toujours fonctionné avec des écluses douanières jusqu'au libre-échangisme mondial et à la règle de l'OMC. C'est mettre des écluses avec les pays qui viennent concurrencer nos produits et avec lesquels nous ne pouvons lutter. Je prends l'exemple de la Chine. Vous ne luttez pas avec un salaire chinois, un salarié chinois, avec des normes environnementales qu'ils n'ont pas, et même on pourrait y ajouter une troisième dont personne ne pense, parce qu'on y pense pour aller faire la guerre à la Libye, la norme des droits de l'homme. On pourrait aussi, avec certains pays qui nous irriguent de produits, leur faire une petite taxe sur les droits de l'homme, parce que c'est quand même inconcevable de jouer la carte aujourd'hui, par exemple, de la Chine, et puis de faire la guerre à d'autres dictatures. C'est amusant d'entendre parler de droits de l'homme d'un parti qui a toujours critiqué les prétendus droits de l'hommistes quand ils sont en France et qu'ils se battent pour les droits de l'homme en France. Parce que je suppose que les nôtres ne sont pas les vôtres. Et puis les écluses douanières avec les pays européens, c'est pas du tout la même chose. Avec l'Allemagne, qui est du même niveau économique, il n'y a pas de barrière douanière, ou avec
avec la Belgique, avec des pays comme ça. En revanche, je vous dis, les barrières seraient mises avec des pays où il y a une formidable contradiction entre le niveau de vie de différents pays. Mais si on revient au franc, pourquoi est-ce qu'on aurait pas... Nous allons revenir au monnaie nationale. Puisque vous voulez revenir au franc, donc si nous on revient au franc, les Allemands vont revenir aux marques. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas de barrière douanière à ce moment-là au sein de ce qui ne sera plus l'Union européenne? Ce que j'ai du mal à comprendre. C'est incohérent. Avant 2002, on n'est pas tombé de la Lune. La France commerçait, elle avait des droits de douane, elle avait un marché régulé, il n'y avait pas d'accord de Schengen, etc., etc. Je veux dire, on vivait. Il y a eu la croissance. Je veux dire, nos grands-parents, Madame Filippetti, puisque nous sommes de la même génération, ils ont vécu, nos parents aussi. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le cauchemar, il est actuel. Et c'est votre politique aujourd'hui qui pénalise tout ça. C'est pas la nôtre. On vivait dans une zone de libre-échange avant 2002. Mais intervention de Luc Bronner du Monde. C'était 89. Vous avez insisté sur le principe de priorité aux Français dans les politiques de logement d'emploi. C'est un discours qui est repris par Marine Le Pen, qui est développé par Marine Le Pen. C'est une référence au vieux discours de Jean-Marie Le Pen sur la France aux Français. Est-ce que ça veut dire que le Front National n'a pas changé ? Écoutez, je ne sais pas, parce que le vieux discours, comme vous dites, de Jean-Marie Le Pen sur la France aux Français, d'ailleurs, j'en ai tiré une loi pour éventuellement donner à Mme Filippetti, ce n'était que la transcription des lois de 1932 qualifiées de préférence nationale et qui étaient les lois des gouvernements socialistes du cartel des gauches. Et j'ai lu cette loi attentivement, c'est un peu le même phénomène qu'aujourd'hui, crise sociale, crise économique. Les gouvernements qui étaient courageux à l'époque et de bon sens ont mis des barrières à l'immigration, ont régulé l'immigration, ont régulé le marché du travail pour protéger les emplois. Est-ce que le Front National a changé sur ce point de la France aux Français qui était le cœur du message de Jean-Marie Le Pen ? Je vous dis qu'il organise la solidarité nationale en fonction de l'intérêt national. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une mesure qui existe dans notre programme et dans d'autres programmes depuis longtemps. Répondre rapidement, Aurélie Filippetti. Puis on passe à la troisième partie du débat. C'est une absurdité. Parce que même si vous interdisiez à tous les étrangers de travailler en France, ça ne donnerait pas plus d'emplois en Français. Donc le problème ne se pose pas. Il n'y a pas d'emploi, Madame Filippetti. En quoi ça donne de l'emploi aux Français? Vous interdisez aux étrangers de travailler, d'accord. Donc, ça ne donne... Mais ça ne crée pas de l'emploi pour les Français. Dans une politique de relance, il y a de la richesse et de l'emploi. Est-ce que vous savez que dans le domaine industriel, par exemple, domaine que je connais bien, 40% des ouvriers de l'industrie travaillent dans des entreprises qui sont propriétés de capitaux étrangers. Vous ne pouvez pas raisonner comme si on était tout seul au monde. Si on dit aujourd'hui on va réserver aux Français l'emploi, le logement, etc., on va faire du protectionnisme, on sort de l'euro, les autres auront une politique à notre égard qui sera une politique de prévention et voire de blocus vis-à-vis de la France. Je vous trouve extrêmement dangereuse parce qu'on ne peut rien faire, tout est parfait, il faut continuer. Non, je n'ai pas dit que tout était parfait, il y a beaucoup de choses. Devant, le simplement, moi je défends l'emploi, moi je défends l'emploi, moi je défends l'industrie. Moi je défends l'industrie. Nous disons attention. Si ArcelorMittal en Lorraine, en Lorraine, de 78 à 85, un tiers des emplois industriels. Aurélie Filippetti, vous terminez rapidement. Une petite intervention de M. Alliot et dernière partie. Donc, 40% des emplois aujourd'hui dans l'industrie sont la propriété d'entreprises qui sont de capitaux étrangers. Si on referme nos frontières et si on fait de la préférence nationale, ça veut dire que tous ces gens vont partir et donc que les Français vont perdre 40% de leurs emplois industriels, alors qu'on est déjà frappé par la désindustrialisation. Nous, notre politique, c'est de dire utilisons les talents. Par exemple, aujourd'hui, on sait que les étudiants étrangers qui ont des diplômes en France et qui veulent travailler, eh bien, ils sont renvoyés dans leur pays. C'est une catastrophe, c'est une perte d'argent parce qu'on les a formés et une perte de matière grise. Louis Alliot, sur cette question, par exemple, des étudiants étrangers. Attendez. De 70, moi je vais vous donner quand même quelques chiffres. 78 à 85, un tiers des emplois industriels, gouvernement de François Mitterrand, entre autres. En 78, c'est pas François Mitterrand. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous battre pour l'emploi industriel, Madame Filippetti, jusqu'à 85. Depuis 2002, 500 000 emplois industriels. Donc leur politique de libre-échange et d'échange sans contrôle, voilà ce qu'elle donne. Depuis elle donne 2002, c'est du pas 500 000, chômage. Monsieur Alliot, c'est 800 000 emplois industriels qu'on a perdu. On du en a chômage, perdu plus que ce que vous des dites. délocalisations. C'est pour ça qu'il faut relancer une politique évidemment, industrielle. toute la fable autour des entreprises détenues par les capitaux étrangers, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai. Bon, il nous reste sur les étudiants étrangers, nous avons des partenaires, et je peux vous dire, nous discutons beaucoup, par exemple avec l'Afrique. Ils sont tout à fait conscients qu'une partie de leurs élites échappent à leur pays, et ils sont pour le retour de ces élites-là dans leur pays. Encore faut-il justement
faire des partenariats avec l'Afrique pour justement réguler ces rapports et arrêter les rapports France-Afrique dont nous savons très bien que la gauche et la droite sont coutumiers. 10 petites minutes dans ce débat et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. La règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et si possible des réponses brèves. Première question, Gilles Leclerc. Oui, on n'est pas très loin de la solidarité. À propos du droit d'asile, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, annonce une réforme du droit d'asile. Il révèle des chiffres. Il dit qu'il y avait par exemple 47 000 dossiers demandés pour venir en France en 2009, 60 000 aujourd'hui. Et il affirme que le dispositif est donc détourné. J'imagine que vous applaudissez ce genre de mesure. Il faut réformer le droit d'asile ? Oui, il faut réformer en général le code de la nationalité et le droit d'asile. Mais on voit bien que M. Guéant est dans la logique électorale de M. Sarkozy. Plus on approche de l'élection et plus il tente de reprendre des mesures, en l'occurrence du Front National, pour tenter d'exister. Je trouve que c'est assez déloyal. On maintient telles que les règles de droit d'asile, de demande de droit d'asile pour venir en France ? Non, il faut réexpliquer, revaloriser le droit d'asile qui n'a rien à voir avec la politique migratoire. Le droit d'asile, c'est un droit qui est donné aux gens qui sont menacés dans leur pays. Et il faut rappeler... le deuxième pays au monde qui accueille ceux qui demandent mais parce qu'on est le pays des droits de l'homme et c'est une fierté. C'est quand même extraordinaire, ça. Et je me rappelle que le président de la République, dans sa campagne en 2007, avait dit, par exemple, qu'il donnerait l'asile à toutes les femmes qui étaient victimes de violences et menacées dans leur pays. Ça aurait été une bonne chose. Il faut assouplir les règles, c'est ce que vous dites ? Ou on les laisse telles que Non, il faudrait les appliquer réellement et au cas concret, il y a beaucoup malheureusement de gens qui sont poursuivis dans le monde pour des raisons politiques. La proposition de Louis Alliot et puis une question rapide. C'est pas ça, je disais, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Moi j'attends des leaders socialistes et centristes et les grands philosophes qu'ils mettent à disposition leur logement, leur résidence secondaire, les avantages qu'ils ont au bénéfice de ces gens-là et ensuite on verra si la solidarité nationale s'exerce. Tout ça, je veux dire, faire de la solidarité avec l'argent des autres, c'est quand même assez facile. L'histoire récente, elle nous apprend que les gens qui, par exemple, ont fui l'Allemagne nazie dans les années 30 et se sont réfugiés aux États-Unis, ils ont donné de grands savants, de grands scientifiques et de grands écrivains. Donc, ils ont contribué à la richesse et à la prospérité des États-Unis. Et bien, ils ont bénéficié de l'asile aux États-Unis et heureusement pour eux et heureusement pour le monde. Quelle est la similitude avec aujourd'hui ? Monsieur Alliot, une question. C'est quoi la différence aujourd'hui entre vous et la droite populaire ? C'est-à-dire, nous existons et nous représentons un peu plus de 20% de l'électorat. La droite populaire est un slogan publicitaire. Un slogan publicitaire. Oui. Aurélie Filippetti, une question d'actualité également. François Bayrou, hier soir, qui a quasiment annoncé sa candidature, a relevé que dans l'accord que vous avez signé avec les Verts, il y avait une disposition dont on avait peu parlé, c'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, ce serait plus tard, pas tout de suite, un représentant de l'Union européenne qui siégerait et non pas un représentant de la France. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai ? Et si ça l'est, est-ce que ce n'est pas un abandon de souveraineté ? Il faudrait que je vérifie ce point, mais enfin, c'était une revendication ancienne de certains partis de gauche. Dans l'état actuel de l'Union européenne, effectivement, ça semble un peu compliqué. Il faudrait d'abord renforcer l'Europe politique et la gouvernance politique de l'Europe avant de pouvoir en arriver là. Ils font des accords sur le dos de la souveraineté de la France sans savoir ce qu'il y a dans les accords. Vous savez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'inquiétant. Pour sortir de la crise économique, il faut une Europe politique. Et ça impliquera des cessions de souveraineté pour que, par exemple, on puisse avoir un vrai gouvernement économique européen avec des budgets européens qui soient coordonnés. Et ça permettrait de fonctionner Luc mieux. Bronner du Monde. Louis Alliot, Marine Le Pen s'est érigée en défenseur de la laïcité, notamment face à l'islam. Curieusement, le Front National est resté assez discret lorsque la liberté d'expression et donc la laïcité a été remise en cause à l'occasion de manifestations violentes contre des pièces de théâtre. Pour quelles raisons ? Il y a une liberté de manifestation en France. Y compris avec la violence ? C'était pas de la violence, que je sache. Il y a eu des actes de violence à Paris, notamment. Il y a une différence entre aller perturber un spectacle, me semble-t-il, et aller mettre une bombe dans un journal. C'est une laïcité à deux vitesses. Il y a la laïcité pour l'islam et la laïcité pour le non, mais le problème de la laïcité avec le catholicisme a été réglé par la loi de 1905. Voilà. Donc je veux dire, on n'a pas à revenir dessus. Il y a un problème avec l'islam radical qui n'est pas réglé et avec l'instauration de certaines règles de la charia qui sont incompatibles avec les valeurs républicaines. C'est de ça qu'il faut parler. Pour ce qui est de ces pièces de théâtre, est-ce que vous, au Front National, vous soutenez les personnes qui ont été manifestées et qui ont tenté, si ce n'est d'interdire ces pièces ou en tout cas de s'y opposer ? Écoutez, nous sommes un vieux pays
de culture et de civilisation chrétienne, qu'il y ait des gens qui manifestent pour qu'on ne tourne pas en dérision leur foi est quelque chose de tout à fait normal. En revanche, s'il y a eu des débordements et des violences, il y a des lois pour cela, ils seront condamnés. Aurélie Filippetti, si le Front National n'arrive pas à avoir ces 500 signatures, vous êtes choqué ou pas, ou vous dites c'est un faux débat? C'est un faux débat, c'est même pire que ça, c'est une manipulation. On nous fait le coup à chaque fois. Non, vous nous faites le coup à chaque fois. Ça suffit. Modifier la loi, vous voulez faire pleurer Margot pour attirer sur vous les caméras. Je connais des maires qui ont été persécutés par vos amis, Madame Filippetti. À chaque élection présidentielle, vous faites le même cinéma. Vous allez aller pleurer devant les grilles du Conseil constitutionnel. Parce que vous, ce que vous aimez, c'est faire de la dramatisation. Et vous aurez vos 500 signatures parce que vous les avez toujours eues. Pourquoi vous ne me donnez pas la vôtre, Madame Filippetti? Mais parce que je ne partage pas vos idées et je n'ai aucune envie. Vous voyez, vous ne connaissez même pas la loi sur les parrainages en tant que parlementaire. Vous ne savez même pas pourquoi elle a été faite, cette loi. Je n'ai pas du tout envie. C'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas du tout envie de vous soutenir d'une quelconque manière que ce soit. Mais vous aurez vos 500 signatures. Pas l'esprit de la loi. Vous aurez vos 500 signatures. Et de toute manière, c'est encore un moyen de vous victimiser parce que c'est toujours de la même chose. Vous vous victimisez pour attirer sur vous les caméras. Je connais des gens qui ont été, c'est ce que vous venez de nous dire à l'instant, qui ont été persécutés, le mot est lourd, persécutés par le Parti socialiste. Ça veut dire quoi, persécuter? Ça veut dire avoir devant son domicile des manifestations de gens, des tags, des pressions, des coups de fil du Conseil général, du député, de choses comme ça. Ça s'est passé en Ariège. Ça s'est passé en Ariège. Tout à l'heure, il y a 5 minutes, ça s'est passé nous disait en Ariège. Ce maire n'était pas et n'est pas du Front National et il avait parrainé Jean-Marie Le Pen en 2002 par souci de République et de conformité à la République. Mais même ça, ils ne l'ont pas toléré au Parti socialiste. Pour vous dire. Mais allez le voir, ce maire, il vous racontera. Alors, et là, vous serez édifié. Aurélie Filippetti. Il y a 5 minutes, M. Alliot nous disait que des manifestants devant le théâtre de la ville contre une pièce de théâtre, contre la liberté de la création, ça c'était la liberté d'expression. Par contre, que des gens manifestent, qui font pression. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si c'est vrai. J'ai le pire soupçon sur la véracité de ce que vous dites. Mais enfin, si des gens manifestaient, c'est ce que vous avez dit, ils ont manifesté, eh bien, ils ont le droit de manifester. C'est ce que vous venez de dire concernant les atteintes à la liberté de création artistique. Luc Bronner du Monde, on va laisser Luc Bronner du Monde poser une dernière question. Aurélie Filippetti, un hebdomadaire cette semaine, l'Express en l'occurrence, s'interroge avec une une assez cruelle. François Hollande est-il un vrai chef ? Alors, François Hollande, un vrai chef? Je pense qu'il est un vrai chef. Ça vous trouble le fait qu'on s'interroge sur ses capacités de chef? Moi, j'aime pas trop l'expression chef. Je trouve que pour le coup, ça fait un petit peu régime autoritaire. Moi, je suis une vraie démocrate et donc ce que j'apprécie chez François Hollande, c'est justement sa capacité à la fois à entraîner une adhésion et par exemple dans les meetings à convaincre par une éloquence extraordinaire, mais aussi une capacité d'écoute, d'organiser des équipes sans autoritarisme. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. Voilà, eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce débat qui a quand même été très animé et à la semaine prochaine pour un nouveau débat de la présidentielle.